La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 14 août 2025, ça s'appelle « Mais où sont les ours ?» Pas de répit en août pour des marchés actions toujours en excellente forme, à force de ne pas voir les catastrophes économiques annoncées se matérialiser. Et c'est probablement en partie grâce à l'homme qui murmure à l'oreille de Donald Trump, non pas celui qui dit des âneries, l'autre, le sérieux Scott Bessent, celui que les investisseurs écoutent et plus important qu'ils croient. Les marchés actions ne font donc que monter, c'est un fait. On peut croiser des baissiers hagards, les yeux rouges et le teint un petit peu vitreux, recroquevillé dans les couloirs des banques d'investissement. On a même des costumes de vendeurs à découvert disponibles à 1 € sur Vinted et on entend les mouches voler pendant l'université d'été des prophètes de malheur. Mais trêve de lyrisme, je vais faire un petit rappel pédagogique utile pour les nouveaux venus dans le monde de la finance. Historiquement, l'ours, c'est-à-dire bear en anglais, symbolise la baisse et le taureau, boule, donc en anglais, la hausse sur les marchés. Évidemment, si on ne sait pas ça, le titre et l'illustration de la chronique du jour n'ont absolument aucun sens et je passe une fois de plus pour quelqu'un qui a roulé le 3 feuilles de trop hier soir avant d'aller dormir. Mais bref, hier, les places européennes ont généralement gagné 0,5 à 1% avec des jalons importants atteints ou en passe de l'être. Par exemple, le cap des 24 000 points franchis sur le DAX, les 7 800 points retrouvés par le CAC 40 ou encore le SMI à quelques points du cap des 12 000. Du côté de New York, malgré des hausses plus modestes, eh bien, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont encore battu des records à la clôture. Pour expliquer la raison de la quasi-disparition des ursidés, oui Kevin, ursidés c'est la famille des ours, eh bien il suffit de regarder le parcours du principal indice boursier américain, le S&P 500 donc, sur les 4 derniers mois. Et là, depuis son point bas du mois d'avril dernier, eh bien il a gagné un petit peu plus de 33%, c'est colossal et ça illustre l'adhésion progressive de Wall Street à ce que Donald Trump est en train de mettre en place. Ou plutôt, je dirais que ça illustre l'adhésion à ce que Donald Trump est en train de mettre en place sous le contrôle de Scott Bessent. Le secrétaire US au Trésor est en effet la pierre angulaire du programme économique de la Maison-Blanche parce que c'est lui qui fixe les contours et les lignes rouges. Si un des idéologues qui pullulent autour de Trump avait eu en charge les finances américaines au début du mandat, je mets ma main à couper qu'une sortie de route aurait été inévitable. Alors que là, c'est Bessent qui a rattrapé le coup à plusieurs reprises, soit en forçant le président à revoir sa copie, soit en assurant d'opportunes sorties médiatiques à des moments clés du mandat. De toute l'équipe gouvernementale, Bessent donne l'impression d'avoir le plus de crédit auprès de Trump et en parallèle, il jouit aussi d'un crédit extrêmement élevé auprès de la communauté financière. Il faut dire qu'il vient du sérail, il a lui-même géré et créé des fonds. Il a même fait partie de l'équipe qui a fait sauter la Banque d'Angleterre il y a 33 ans quand il côtoyait un certain George Soros. Ce qui est important, c'est que Scott Bessent a clairement réussi son entrée en politique, ce qui lui permet de bénéficier d'une double aura actuellement et de faire monter son crédit. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que ces déclarations sont paroles d'évangile boursier, mais il faut quand même reconnaître que les investisseurs s'en remettent de plus en plus à lui. Et d'ailleurs, j'ai aussi l'impression qu'il est en train d'en jouer de plus en plus. En effet, durant les premiers mois de sa charge, Bessent s'était fait relativement discret, sauf évidemment quand il avait fallu aller au charbon pour rattraper quelques situations un petit peu délicates. Mais désormais, il médiatise davantage ses opinions. Si Donald Trump bugle qu'il faudra baisser les taux de plusieurs centaines de points sans quoi il fera brûler en enfer les membres de la Fed et toute leur famille, ok j'exagère un petit peu, eh bien Wall Street n'y croit pas vraiment. Mais quand Bessent déclare comme il l'a fait hier que les taux devraient être plus bas de 150 à 175 points de base et que la Fed devrait commencer par assouplir de 50 points de base dès le mois de septembre, eh bien on l'écoute. Et c'est pour ça que les marchés actions continuent à rugir de plaisir, ou plutôt à meugler de plaisir, puisqu'on parle de taureau, je vous le rappelle. Donc Bessent, pièce importante de la hausse des marchés actions depuis avril. On va quand même noter pour l'anecdote qu'il a aussi fait monter le yen cette nuit après avoir déclaré que la Banque du Japon allait probablement relever ses taux parce que l'inflation se redresse dans l'archipel. Attention quand même Scott à ne pas trop te disperser, on dit que qui trop embrasse mal étreint. Dans le volet géopolitique, les protagonistes de la partie d'échecs ukrainienne poussent leurs pions. Donald Trump a averti la Russie qu'il va devenir très très méchant si rien ne bouge à l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine vendredi. Le maître du Kremlin, lui, il laisse dire pour l'instant, conformément à sa stratégie habituelle. Les Européens, de leur côté, s'emploient à amenuiser les concessions qui devraient être accordées à la Russie en vue d'un cessez-le-feu, mais c'est pas gagné. Sur l'agenda macro du jour, outre le PIB mensuel du Royaume-Uni, on aura les prix à la production de juillet aux États-Unis à
14h30 cet après-midi pour alimenter le débat baisse de taux, pas baisse de taux de septembre. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, la montée du yen, merci Scott Bessent, fait plier Tokyo où le Nikkei rend 1,5% en fin de parcours. La Chine continentale, Hong Kong et la Corée du Sud sont sans réelle tendance. L'Inde progresse légèrement et l'Australie reprend 0,5% en effaçant ses pertes de la veille. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont plutôt autour de l'équilibre à l'heure de cet enregistrement, c'est-à-dire autour de 8 heures. Dans l'actu des sociétés, c'est toujours assez léger. En France, on a quand même appris que le Rilzabrutinib de Sanofi, j'espère que je l'ai prononcé correctement, obtient la désignation de médicament orphelin dans l'UE pour les maladies liées au LGG4. Par ailleurs, l'arbitrage du contentieux entre Score et Covea sera tranché dans le courant de l'année 2026. Je rappelle que c'est pour des faits qui remontent à 2021 et une procédure lancée en 2022. Ça va pas très vite. Du côté des mid-cap, on a les chiffres d'Inelec. On a aussi appris la suspension des actions Carmat à partir d'aujourd'hui et on a un beau contrat de 2 CRSI, 47 millions d'euros en Malaisie dans le domaine de l'IA. Il y a un petit peu plus d'actualité dans le reste de l'Europe, heureusement, notamment quelques publications de résultats emblématiques. On a eu notamment les chiffres d'Adyen, de RWE, de Swiss Re, de ThyssenKrupp, d'HelloFresh, d'Embracer ou encore de Lanxess ce matin. Je vois aussi Montana Aerospace, Talanx, Lundbeck, la Banque cantonale de Turgovie, CVC Capital Partners, Antofagasta, Aviva, Carlsberg ou encore Admiral et Hapag-Lloyd. UBS devrait manquer son objectif de suppression d'emplois après le rachat de Crédit Suisse selon les informations obtenues par le Financial Times, et toujours selon la publication britannique, Centrica tiendrait la corde pour racheter le terminal GNL de National Grid dans le cadre d'une transaction à 1,5 milliard d'euros. En Amérique du Nord, l'actualité est assez clairsemée ce jeudi matin. Coherent a plongé de 19% hier soir hors séance après ses trimestriels, pendant que Cisco stagnait après avoir annoncé ses propres chiffres. Amazon va renforcer son service de livraison de courses dans la journée, ça a pesé sur les distributeurs traditionnels. Le plan d'Apple pour revenir dans la course à l'IA comprendra des robots et un Siri plus vrai que nature selon les informations obtenues par Bloomberg. Enfin, Google a annoncé un investissement de 9 milliards de dollars en Oklahoma pour renforcer ses capacités IA et cloud. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, on a Applied Materials, John Deere, Nu Holdings, JD.com, Amcor ou encore Tapestry. Dans le reste du monde, on a des publications de résultats en Australie, notamment Telstra, Westpac et Suncorp. Le groupe Enpol est en pourparlers pour racheter les stations-service australiennes d'EG Group pour 656 millions de dollars selon l'AFR, et Lenovo a affiché un bénéfice avant impôt de 622 millions de dollars au T1 fiscal. Les principales autres publications du jour en Asie-Pacifique, On-Eye Precision, NetEase, Foxconn Industrial Internet, Sompo, CK Hutchison Holdings et Geely Automobile. On en a terminé avec ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.